Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Un bon début de semaine. Ouais, à la grâce de Dieu. On démarre bien. On va bien finir également. Sous la conduite de Dieu. C'est bien ça. Ouais. Justement, en parlant de Dieu, ouais. Intéressons-nous aux confessions religieuses et enfin, deux sujets essentiels. Celui de la crise entre le Bénin et le Niger, puis celui rattaché justement au code électoral. En fin de semaine écoulée, le clergé justement a finalement, j'ai envie de dire, sorti officiellement ses recommandations par rapport, enfin suite donc au colloque d'il y a quelques semaines, c'était en avril si je ne m'abuse, le colloque. Et dans la soirée d'hier, on a également pu avoir un son de cloche de l'Union islamique du Bénin, quoique. C'est pas, moi, je n'ai pas lu. Quoique. J'ai lu des imams. Oui, enfin, dans ce que j'ai eu comme information, il s'agirait de l'Union islamique du Bénin, un démembrement en tout cas, et ça s'est passé à Parakou. Mais il faut mettre un bémol. Bon, je vous laisse développer. J'espère que ce n'est pas... en tout cas, j'ai comme l'impression que c'est un débat, en tout cas, je dirais un non-événement. Pourquoi? Parce que je voudrais juste demander aux imams qui ont pris la parole, qui demandent au clergé catholique de ne pas s'immiscer dans le débat, où est-ce qu'ils étaient quand un des leurs a été député à l'Assemblée nationale? Si le clergé... Alors, avant de vous laisser évoluer, il faut alors que je porte cette information à la connaissance des uns et des autres, enfin de nos amis téléspectateurs, internautes, et à votre connaissance aussi, puisque dans la soirée d'hier, on a pu entendre l'imam Moutawakil, justement, s'insurger contre cette position et faire une clarification. Alors, on attend peut-être que l'Union islamique du Bénin ou d'autres voix puissent faire une sortie officielle, d'accord, dans peut-être la presse. C'est un sujet contre la réaction des imams. Qui estime en fait que c'est de la manipulation et que les imams n'ont pas dit cela en fait. Que les imams ont plutôt fait une sortie par rapport à la situation entre le Niger et le Bénin et ont estimé qu'il faudrait laisser les politiques gérer et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une immixtion des religieux. Sauf que, enfin, selon ce que j'ai entendu, sauf que derrière, il y a eu justement de la manipulation, de la récupération par certains laudateurs parce que, du pouvoir en place. Parce que si il s'avérait que c'est les imams qui disent que les clergés ne doivent pas s'immiscer dans le débat politique, moi, je leur poserais juste la question de savoir où est-ce que vous étiez quand un des votes, notamment l'imam de Djonké, a été député à l'Assemblée nationale. Même Malekhossou, qui intervient dans le débat politique. Chakirou Amoussou est un imam, il est membre de l'Union islamique du Bénin. Donc, je crois que si en réalité, c'est vrai que certains imams, et heureusement, puisque j'ai vu la une du c'est mis des imams, c'est pas mis les imams. Voilà. Et c'est pourquoi quand vous avez parlé de l'Union islamique, j'ai dit, est-ce que véritablement on peut attribuer ça à l'Union islamique? Si c'est l'Union islamique, moi je leur demande directement des comptes ce matin pour dire, mais vous étiez où quand certains des vôtres interviennent dans le débat politique? Et d'ailleurs même, de toute façon, moi je pense sincèrement que nous devons faire très attention dans tout débat aujourd'hui. Et quand des journaux écrivent à la une, et réellement, moi je pense que c'est véritablement de la manipulation parce que je ne pense pas que l'Union islamique puisse aborder le sujet de cette manière. Et d'ailleurs, même dans le débat du Niger, dans la situation du Niger, les religieux ont leur rôle à jouer. Dans les années 60, il y avait une crise entre le Bénin et le Niger. C'est les religieux qui sont intervenus pour que nous puissions trouver une porte de sortie. Pourquoi reprocher aux religieux d'intervenir dans le débat aujourd'hui, alors qu'en réalité, j'ai toujours dit, quand les politiques échouent, ils font recours aux religieux qui jouent, en tout cas, du point de vue de leur sagesse, de leur connaissance, essaient de jouer la médiation pour apaiser les différentes parties. Donc, ce débat, je vais bien voir, de toute façon, on verra dans la semaine si l'Union islamique sortira un communiqué pour dire que, en tout cas, parce que oui, il peut arriver que ce soit un démembrement de l'Union islamique qui intervienne à Parakou en disant ça. Donc,
il revient maintenant au Bureau national de l'Union islamique de monter au créneau avec un communiqué pour dire, écoutez, c'est un groupe de musulmans qui s'est prononcé sur la question. Ce n'est pas l'avis de l'Union islamique du Bénin. Si ça ne vient pas, peut-être on reviendra pour opiner. Et je crois qu'en ce moment, on pourra utiliser les mots forts avec eux pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il ne faut pas qu'ils se permettent de critiquer les autres, alors que dans leur camp aussi, il y a des gens qui sont des politiques complets. On les connaît, hein, sont des politiques complets. Donc, il va falloir que chacun fasse attention. Et de cette manière même de faire, si cela se confirmait, ce n'est pas bon, parce que ça permet aux politiques, parce que les politiques ont toujours une vision, diviser pour régner. Dès lors que les confessions religieuses ne vont pas s'entendre, c'est que les politiques trouvent leur possibilité, en tout cas, tous les moyens possibles de continuer à maîtriser les populations. C'est ça. Et donc, les politiques doivent faire, les religieux doivent faire attention, que ce soit musulmans, que ce soit clergé catholique, que ce soit église évangélique, que ce soit ceux de la religion traditionnelle vaudou, chacun doit rester dans son couloir. Et puis après, ils doivent parler d'une même voix. Parce qu'au-delà de tout, Dieu reste et restera unique. Donc, c'est juste les doctrines, les dogmes, je ne sais quoi, qui font que chacun s'appelle chrétien, catholique, évangélique, protestant, ou de toute façon. Voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention avec ces débats-là aujourd'hui pour ne pas donner des opportunités aux acteurs politiques. Aux acteurs politiques, hein, qui sont évidemment maîtres dans l'art de la manipulation. Comme vous le disiez, voilà, on va attendre peut-être un communiqué officiel ou au niveau de la rédaction, on verra dans quelle mesure peut-être avoir un son de cloche voilà, officiel. En tout cas de l'Union islamique. Parce qu'on a vu, on a même vu l'imam Moutawakil prendre la parole tout le temps pour dénoncer la manière dont le Bénin est géré depuis 2016. Il ne se cache pas pour le faire. Donc au détour d'ailleurs, je pense, de la tournée gouvernementale dans un, je crois, à Bomé-Calavi, si je ne m'abuse, il a également pris la parole et a dit un certain nombre de choses. Donc voilà. Enfin, ce serait plutôt curieux que d'entendre finalement ces mêmes imams dire après qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une émission. Oui, non, mais vous savez, dans toute organisation, il y a toujours ceux-là qui sont là pour leur intérêt, parfois pour leur ventre. Allez, Laurent Roland Tononiquet, cela n'empêche pas qu'on puisse justement nous épancher sur cette sortie donc, du clergé en fin de semaine écoulée. Le révélateur écrit, code électoral, le clergé appelle à une révision consensuelle. Et un autre quotidien revient sur l'une des propositions majeures donc, de ce colloque qui est celui rattaché à la création. Alors je vais retrouver le titre dans un court instant. Voilà, c'est le télégramme, ça va s'afficher. Création d'un conseil national pour le vivre ensemble. Oui, le clergé catholique ne manque pas de faire des propositions. Et pour ceux qui pensent que le clergé catholique ne doit pas intervenir dans le débat politique, je les renvoie toujours à la conférence nationale, à la conférence des forces de la nation. Ils ont été acteurs de cette conférence qui nous a donné la démocratie, qui nous a conduit à la démocratie. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, je ne le coupe pas, mais que quand on vous raconte l'histoire en fait de la tenue de cette conférence, vous vous rendez compte qu'au départ, c'est vrai que l'Église n'était pas forcément associée. Ça a été un concours de circonstances, mais heureux quand même, heureux. Oui, heureux. mais vous savez, pour conduire les travaux de ce genre, il faut quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui joue la neutralité dans une certaine mesure. On a pu voir le sacrifice fait par Monseigneur Isidore de Souza. C'est parce que l'Église a accepté. Parce que n'oubliez pas que si l'Église avait refusé à Monseigneur Isidore de Souza de participer aux travaux, il ne pourra pas y aller. Donc n'oubliez pas que quand on dit aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu la caution de l'Église catholique qu'il est parti. Maintenant, aujourd'hui, s'ils interviennent dans le débat, moi je pense que, écoutez, quand on prend l'aumônerie des cadres béninois, là, des cadres de l'Église catholique, mais le président de l'Assemblée nationale n'est pas dedans. Il est dedans. Il y a beaucoup de cadres autour des partis qui sont dedans. Donc quand ceux-là prennent la parole, vous pensez qu'ils sont forcément contre les intérêts des gens comme Louis Vlavonou? Ils travaillent pour que nous puissions préserver notre paix. Le plus important pour nous, c'est la paix. Le plus important pour nous, c'est que au sein du débat politique, nous puissions nous faire confiance mutuellement. Au sein du débat politique, nous puissions faire des choses qui arrangent en tout cas le Bénin, pas quelque chose qui arrange uniquement les acteurs politiques du moment. Il faut que nous votions des lois pour la postérité, pas pour régler les problèmes aujourd'hui. Quand on regarde certaines lois aujourd'hui, ça règle des problèmes aujourd'hui. Mais dans 5 ans, dans 10 ans,
Nous devons retourner encore à cette loi-là? Non, on ne fonctionne pas de cette manière. Donc l'Église catholique n'est pas en réalité dans une mauvaise démarche. Bien au contraire, on doit s'inspirer de ce qu'ils disent. Faire en sorte que même si on ne peut pas prendre tout, il y a quand même des choses. Et ceux qui sont là sont conscients que ce que l'Église catholique dit, c'est la vérité. C'est ce qu'on doit faire. Mais puisqu'ils ont des desseins inavoués et qu'ils ont peut-être le plan à dérouler, à un moment donné, ils vont envoyer des gens dans la nature, désavouer l'Église catholique, critiquer ou traiter de tous les noms ceux qui ne sont pas d'accord. La démocratie, c'est la pluralité des opinions. Donc, si l'Église catholique en arrive à proposer, moi, je vais bien écouter Louis Vlavonu sur ce que dit le clergé catholique. Parce que c'est trop facile de voir des chrétiens à ce niveau, au niveau de la politique aujourd'hui, mais qui jouent une politique de mi-raison. On ne les comprend pas. Parce que vous êtes repêchés déjà. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez une foi en réalité. Vous venez de quelque part. Vous êtes un modèle pour la société. Je l'ai vu à plusieurs reprises, à des rencontres organisées par les jeunes catholiques ou bien des chrétiens catholiques. Ils prennent la parole, d'accord. Mais le débat actuel sur le code électoral, dont il est, en tout cas, il est président de l'Assemblée nationale, c'est là-bas ça a été voté. Qu'est-ce qu'il en dit lui-même en tant que cadre? On l'a vu faire la tournée avec les membres du gouvernement. Et c'est là aussi une erreur. Parce qu'il est la seconde personnalité du pays. Même s'il tient sa légitimité, malheureusement, de Patrice Talon qui l'a fait politiquement, bon, c'est vrai qu'il avait son parcours politique, mais pour être président de l'Assemblée nationale, oui, mais s'il a été président, c'est Patrice Talon, même si c'est Patrice Talon qui l'a fait, en tant que président de l'Assemblée nationale, dans cette affaire de tournée, on ne doit pas voir le président de l'Assemblée nationale. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Ce n'était pas le président de l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, dès lors qu'il peut... Non, membre d'une formation de la mouvance présidentielle. Oui, c'est l'erreur, c'est ce que je vous dis. En réalité, les Louis Vlavonu, mais malheureusement, jusqu'à l'heure où nous parlons, il porte la casquette du président de l'Assemblée nationale. Et le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter des lois. Quelqu'un qui va sur le terrain, d'accord, qui dit que tout ce que le gouvernement fait, c'est bon là, comment peut-il contrôler? Vous savez très bien qu'au niveau de la mouvance, enfin, quand on est député de la mouvance présidentielle, on ne contrôle pas en tant que tel. Sous nos cieux. Donc, vous confirmez que sous nos cieux. Là, maintenant, on ne contrôle plus. Sous nos cieux. On ne contrôle pas en tant que tel. Mais justement, parce que moi, j'estime que... Tu étais un député de l'opposition, que oui, il y aurait événement, mais en la matière, dans le contexte béninois, il n'y a pas événement. Il n'y a pas événement. Dès lors qu'il devient deuxième personnalité, la loi dit clairement que le député contrôle l'action du gouvernement. En réalité, tout le monde peut aller sur le terrain, mais lui au moins quand même, par respect, même celui qui l'a fait, même celui qui l'a fait devait pouvoir se mettre de la mêlée pour dire attention, toi ne fais pas ça. Parce que la communauté internationale nous observe. Si celui qui doit contrôler va dire sur le terrain que tout est bon, ça veut dire qu'en réalité, on n'a plus de repères. C'est mon avis. Ça peut ne pas être de votre goût. En ignorant évidemment la réelle politique, parce que la réelle politique, elle est tout autre. Voilà. Allez, pour revenir sur le sujet du colloque. Donc, moi, j'estime que les cadres catholiques doivent aider le clergé catholique. Si vous identifiez par rapport à une confession religieuse et que la confession religieuse fait des propositions. On a entendu le père Aguenono, je pense que c'est bien son nom dit entre-temps, qui avait justement ambivalence au niveau de ses cadres. Alors, le discours politique est autre par rapport à ce qui se dit. Oui, il ne sert à rien de voir ce qui se passe là, de voir que c'est dangereux, mais ne pas réagir. Et après, aller se mettre devant le Saint-Sacrement pour dire, Seigneur, pardonne-moi, tu sais, je ne peux pas parler, si je parle... Non, il ne sert à rien. À un moment donné, pour finir, je raconte l'histoire de ce prêtre-là qui a dit que dans son pays, qu'il a vu des gens des chrétiens qui détournent, et qu'il leur a dit, mais entre vous chrétiens qui détournez, et les non-chrétiens qui détournent, quelle est la différence? Et le cas de lui répondre que non, que eux, quand ils détournent, ils n'ont pas la conscience tranquille, mais que les autres, en fait, quand ils détournent, en fait, quelque chose comme ça. Pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont à leur position, ils sont bien lotis dans une certaine mesure,
Après, il se retrouve devant le Saint-Sacrement à réciter les jours Salut Marie, à demander pardon. Et tout ça. Mais quand c'est comme ça, en fait, c'est jouer avec Dieu. On peut aller se confesser. Oui, mais justement, moi j'estime que c'est comme ça, de cette manière, c'est comme de cette manière, c'est s'amuser avec Dieu. Parce que quand on sait que c'est mauvais ce qu'on fait, mais on continue à le faire et puis on pense qu'on peut se réfugier derrière 5 Jésus Saint Marie, 10 Notre Père qui est aux cieux et se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement ou bien aller venir investir dans l'église, que c'est ça qui... Parce que ce que vous faites, il y a des gens, des milliers de personnes qui souffrent. Et quand vous appuyez ça, vous donnez caution à ce qui se passe et que des milliers de personnes souffrent, les âmes de ces personnes-là vous demanderont des comptes tôt ou tard. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Et vous avez vu, il y a des gens qui ont dirigé sous Mathieu Kérékou. Je ne citerai pas ce fameux ministre de l'Éducation nationale qui a été responsable du cours, ou bien c'est nous à l'époque. Il a eu l'argent, mais l'affaire a été comment? Vous voyez un peu. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de la semaine. Laurent Roland Tononiquez, plaise au ciel. On reviendra sur les fameuses recommandations, sur l'opportunité ou non de cette immixtion, si on peut l'appeler ainsi, du clergé dans le politique. Pour l'heure, Laurent Roland Tononiquez, vous parlez de misère tout à l'heure, justement. Parlons-en avec Dynamisme Info qui écrit ce matin allégorie de poulet, picoreur et de 20 milliards du Parlement pour justifier la misère actuelle. Ça frise la moquerie à l'endroit des Béninois. Est-ce que je dirais que c'est moquerie si les gens trouvent des arguments pour justifier ce qui se passe? De toute façon, chacun trouve des arguments. Je crois qu'on ne va pas continuer sur ce débat parce qu'affaire de poulet, je sais quoi, picoreurs qui ont mangé tellement de maïs là. On a suivi récemment, j'ai envie de dire, l'oral c'est ce qu'il convient de dire, c'était un oral d'un ancien ministre, aujourd'hui directeur d'une société d'État, sur la gestion de talent. Récemment. Non, j'ai suivi. Et quel oral? Appelé Chacha, garçon Joussou. On n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur d'appeler son nom. Et quel oral? et quelle émission? Non, j'espère que c'est pas parce qu'il a... C'est qu'il est revenu. Et vous savez qu'il est aussi revenu sur justement ces fameux poulet picoreurs. On en a également parlé. Oui, non, mais moi, je ne vais pas aborder peut-être les autres points, mais j'ai vu qu'il a voulu s'attaquer à ceux qui n'ont pas donné tout le temps raison au Bénin dans la crise entre le Bénin et le Niger. Je crois que les gens oublient que chacun est libre d'exprimer ses opinions. Si lui, hier, avant même que Patrice Talon vienne au pouvoir, on a vu comment il traitait le régime de Boniaï. On a vu comment il traitait le régime de Boniaï. On a vu comment chacun d'eux prenait la parole à l'époque dans des situations qui engagent la souveraineté de l'État. On a vu comment certains parmi eux ont désavoué le régime de Boniaï, certains parmi eux ont désavoué le régime de Boniaï parce qu'à un moment donné, ils étaient en mission pour quelqu'un. Donc que ces personnes ne viennent pas donner des leçons à d'autres personnes qui ont aussi leurs opinions. En tout cas, moi je dirais toujours, mon opinion reste mon opinion et je l'assume, il n'y a pas de problème. Moi je dis, et je continue de dire que dans la crise entre le Bénin et le Niger, je ne dis pas que le Bénin a raison et que le Niger a tort, que le Niger a raison et que le Bénin a tort. Mais j'estime que nous avons fait un faux départ et il faille aujourd'hui faire poser des actes qui garantissent la paix, qui garantissent en tout cas l'intégration entre les deux peuples, entre le Bénin et le Niger. Et donc s'il le dit comme ça, les gens pensent qu'on donne des armes aux Nigériens pour abattre le Bénin. Je crois qu'ils sont peut-être en mal d'inspiration. C'est à eux de voir ce qu'ils pensent de cette situation. Mais j'estime que notre ami Zogang, ce n'est pas parce que peut-être dans les coulisses, il entend que son poste est menacé qu'il peut-être vient pour aussi faire son jeu en badigeonnant un peu l'actualité politique à sa manière pour peut-être se faire une bonne image encore aux yeux du chef. De toute façon, je lui rappelle qu'il a un peu déjà fait assez de temps là. C'est bien que d'autres personnes sont sur la liste d'attente. Vous savez que le débat n'est pas à ce niveau, Laurent Roland. Non, mais c'est ma manière, moi, d'aborder le sujet. Contentons-nous de parler de l'actualité. Laurent Roland, vous faites bien de parler de la situation entre le Niger et le Bénin, puisque ce jour, justement, deux anciens chefs d'État béninois, en l'occurrence Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, sont attendus au Niger.
Oui, je rappelle que la semaine dernière, on disait que s'ils veulent aller au Niger pour intervenir dans le débat, ils ne doivent pas attendre nécessairement la caution du gouvernement, parce que le gouvernement ne voudra jamais leur donner pourtant. Pas jamais. Je dis ne voudra jamais. Maintenant, ne voudra peut-être pas, mais pas jamais. Leur donner caution, parce que s'ils vont là-bas et on trouve une solution, c'est que ce soit leur actif, ce qui n'arrange pas le pouvoir en place. Bon, maintenant, peut-être que dans les coulisses, peut-être que c'est le gouvernement aussi qui leur a donné les moyens, qui les envoie. Mais toujours est-il que oui, c'est heureux maintenant de savoir que les deux vont se rendre là-bas, parce que je précise que le Premier ministre nigérien est très proche de l'ancien président Boni Yayi, et Nicéphore Soglo également, qui a assez de contacts au Niger. Donc ces personnes ont, en tout cas, on leur accorde une oreille attentive du côté du Niger. Ils ont peut-être pris du temps pour intervenir dans les débats. Là où nous sommes actuellement, nous sommes à un moment, à une étape de pourrissement de la situation pratiquement entre le Niger. Mais je crois que leur présence pourrait peut-être amener les autorités nigériennes à revoir leur posture. Et d'ailleurs, quand vous voyez un peu les derniers événements du côté du Niger également, il y a des situations qui révoltent davantage les autorités nigériennes. Alors, moi, prions, en tout cas, restons positifs, comme on dit, croisons les doigts pour voir comment est-ce que cette situation doit être réglée. Est-ce que les deux anciens chefs de l'État, chefs d'État du Bénin, pourront réussir à faire fléchir le général Tiani et sa troupe? Wait and see. Mais je pense également que si le gouvernement, entre-temps, n'est pas intervenu dans leur démarche, je pense que le gouvernement ferait mieux d'aide maintenant d'intervenir. C'est vrai que de manière officielle, ce sont les cellules de communication des deux anciens chefs d'État qui ont donné l'information. Après, c'est bien possible que dans les couloirs, si le gouvernement n'a pas sa main dedans, je pense que le gouvernement ferait mieux. Qu'on essaie de taire les égos, qu'on se dépasse, qu'on mette de côté l'ego personnel et qu'on essaie de communiquer avec de toute façon, je pense que jusqu'à présent, le Bénin a quand même prouvé qu'il est dans de bonnes dispositions pour que cette situation soit je ne m'adresse pas à vous en particulier, Laurent Roland-Anthony, je pense que le Bénin a prouvé quand même de manière assez récurrente qu'il est dans de bonnes dispositions pour que il y ait un apaisement. Donc, évidemment, souhaitons que cette médiation, justement, aboutisse et que les deux peuples puissent très bientôt bien se retrouver, pouvoir circuler d'un territoire à un autre sans problème. Laurent Roland-Anthony, revenons au Bénin. Avec fraternité, récurrence des crimes ignobles et crapuleux, indignation du comité des rites vaudous. Le vaudou est fondé sur les principes éthiques et humanistes. Oui, pratique vaudou, je n'irai pas dans trop de détails, mais je sais que si ce n'est que la partie du vaudou, du terre-à-terre comme on connaît, c'est que ça ne demande pas de tuer un homme. C'est les pratiques ritualistes, spiritualistes et autres là qui demandent qu'on tue des hommes et autres là. Mais le vaudou, en réalité, même chez les Bokono, quand on dit, là je trahis un secret des Bokono, parfois le Bokono vous demande d'acheter un mouton, vous demande d'acheter un coq, vous achetez le coq, on ne tue pas Vous êtes un habitué des couvents apparemment. J'ai grandi à Aladatogoud, au berceau du vaudou au Bénin méridional, je m'y connais, donc j'ai grandi dedans, je connais comment ça se passe. La fête du vaudou avait toujours eu lieu le 9 janvier à Alada, et c'est lancé par Kouégoui avant qu'on ne commence. Et d'abord, on se rendait à Alada le 9 janvier d'abord, avant d'aller le 10 janvier à Alada. Bon, bref, c'est une parenthèse. Pour dire, chez le Bokono, quand vous allez là-bas, on fait le fa, on vous dit qu'on va tuer un mouton. C'est pas tout le temps qu'on tue le mouton pour mettre le sang du mouton sur le vaudou. Non. On essaie de prendre quelques poils du mouton qu'on met sur le voici ça. Juste comme ça. Ou bien quelques plumes du coq qu'on met sur le voici ça. En réalité, c'est pour ça que quand vous allez chez les Bokono, vous allez voir beaucoup de poulets, en tout cas les coqs, les poules se promener, vous allez voir des moutons. Donc on ne les tue pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des pratiques qui demandent qu'il faut tuer le mouton ou le coq. Mais il y a des pratiques qu'on dit qu'on va tuer, voir bien, le voir, demander le sacrifice qu'on doit faire, demander le mouton. Mais pour autant, on ne tue pas le mouton. On arrache quelques poils du mouton, on met dessus. Ou bien on arrache quelques plumes du coq ou de la poule qu'on met sur le voici ça et on va faire ça. Donc, la pratique du sang versé, en réalité, c'est
quand ça rentre dans un niveau assez supérieur. Mais en tout cas, moi, j'ai pu voir ça, ces pratiques-là. Bon, que les boucans m'excusent, parce que quand vous allez demander, ils vont demander mouton coq à quelqu'un de mes. Désormais, on va demander, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de moutons, est-ce qu'on a besoin de moutons à tuer ou il suffit juste de trouver des poils de mouton? Parce que ça, c'est plus facile. Non, attention. Mais une fois que vous achetez, en réalité, vous avez acheté en votre nom, vous faites ça. En réalité, l'idée, c'est d'acheter et maintenant on donne et tout ça. Mais au fond... Merci beaucoup, non. Je ne suis pas au Canada, non, je ne le suis pas. Je n'ai aucune connaissance. J'ai vu les pratiques devant moi et voilà. Donc, moi, je pense que ceux qui tuent pour des pratiques ritualistes, spiritualistes, parfois, oui, il y a des gens même qui se disent pratiquants du vaudou et qui en arrivent à tuer et qui salissent peut-être la corporation des vaudouisants dans une certaine mesure. Et il va falloir peut-être extirper ces personnes. Et c'est pourquoi les nouveaux rounons qu'on voit un peu partout au niveau de tous les carrefours ou bien de tous les angles de rue de nos différentes villes, ou les rounons que vous voyez sur moto avec tabla blanche, pardon, et c'est eux qui vous disent dans la circulation, on dit oh, des trucs comme ça, des petits comme ça. Et après, quand vous allez chez ces gens-là, ils vous dépouillent. Et après, c'est vous eux qui vous disent d'aller tuer un enfant d'amener. Et quand vous tuez l'enfant pour l'aller chez lui, en réalité, ce n'est pas pour vous qu'il veut utiliser. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a demandé ça. Et c'est pour ça qu'ils tuent, ils enlèvent les organes des êtres humains, des trucs comme ça. Je crois que le comité vaudou qui monte au créneau doit pouvoir travailler maintenant à assainir le milieu. S'ils veulent que le vaudou ait davantage une bonne image à l'international, ils doivent travailler à assainir le milieu. J'insiste sur le verbe assainir. S'ils ne le font pas, chaque fois qu'il y aura crime, parce qu'à travers le monde entier, quand on parle du Bénin, on parle du vaudou, on dit on tue des gens, on tue des trucs comme ça. Le vrai vaudou, le vrai beau, en réalité, n'a pas besoin de tuer un coq. C'est juste une plante, 3 ingrédients. C'est les additions. C'est juste 3 ingrédients. Et vous venez ici maintenant, la personne, juste 3 ingrédients. Moi, je dis, j'ai vu ça. J'ai vu ça. On m'a donné à un moment donné la main. On a compris que vous avez quelques connaissances en la matière. Donc, c'est juste... Vous avez le savoir vaudou en vous. C'est juste 3 plantes à un moment donné. Et peut-être un cola, un truc. Le vrai, c'est le vrai ça. L'authentique. C'est quand vous êtes très, très ambitieux, vous êtes vorace, vous voulez avoir tout pour vous, que parfois... Le fétiche vers lequel vous allez peut-être parfois, je dis fétiche, et pas tous les fétiches, il y en a des fétiches qui sont importés du Ghana, qui demandent le sang humain. Parce que quand vous donnez un coq aujourd'hui, vous demandez quelque chose, il vous donne après, vous demandez, vous promettez un mouton, il vous donne ça après. Et quand vous êtes tellement vorace, ambitieux, vous lui demandez maintenant, je t'offrirai un bœuf. Il vous donne ça. Et après, vous voulez maintenant... à peut-être posséder la place de l'Amazon, vous lui demandez ça, vous dites que vous allez donner du sang humain. Mais c'est un esprit qui est là. Et qui, chaque fois que vous lui promettez, il vous fait, mais il vous en redemande davantage. Ou peut-être après, vous allez faire vos consultations, on vous demande, on vous dit que clairement que vous devez à quelque chose, à telle chose, et vous tombez malade, parce que quand vous faites la promesse que vous ne tenez pas, vous tombez malade. C'est un esprit qui, à un moment donné, commence par vous manipuler, commence par prendre le dessus sur vous. Et puis là, bonjour les dégâts. J'estime que le comité comité vaudou doit davantage monter au créneau pour situer. Et maintenant, et faire le ménage. S'ils ne font pas le ménage, si demain encore quelqu'un tue un enfant ou une dame ou un homme, on dira que c'est un vaudou, malheureusement. Allez, assainir, Laurent Roland Tononiques, le verbe est bien choisi. Il s'agit d'assainissement ici aussi. On reste avec à la une du quotidien de Potentiel. À lire, Centre national d'investigation numérique, pas de 600 faux profils désactivés sur les réseaux sociaux. Bon, pour finir d'abord sur le sujet, je rappelle, au-delà de tout, moi je pense que oui, que ce soit vaudou, pratique ou autre là, Dieu reste unique. Croyez en Jésus. D'accord, merci pasteur. Croyez en Jésus. Merci, la seule chose qu'il ne vous demande même pas d'acheter un cola de 25 francs. Vous avez votre Bible, vous priez, vous avez la connaissance de la vie. Et vous vous en sortez très bien. Près de 600 faux profils désactivés sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous avez fini la campagne d'évangélisation. Oui, c'est pas grave. On y va. Certainement que je gagnerai une âme pour Jésus ce matin. D'accord. Alors, 600 comptes désactivés, l'idée est bonne.
Mais, ok, quel est le mais Ahmed Arepa, si la commission arrive, le Centre national d'investigation numérique arrive à détecter que c'est des comptes appartenant à des faux marabouts, pourquoi on ne va pas identifier ces faux marabouts pour les arrêter? Et on désactive les comptes. Le jour... C'est un premier pas peut-être. Non, mais le jour, le centre va commencer par désactiver les comptes de certaines personnes qui dérangent sur le plan de la communication politiquement. Je vous voyais venir. Non, oui, c'est ça, parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on désactive les comptes, on va applaudir. Hein. Moi, je n'applaudis pas ça. Je dis, si vous avez la certitude que le monsieur est un faux marabout, identifiez-le et arrêtez-le. Et après l'avoir arrêté, fermez les comptes. Et là, on saura que oui, la première étape doit pouvoir d'arrêter la personne pour certifier et confirmer que la personne est un faux. Et à partir de ce moment-là, on fait. C'est vrai qu'on n'est pas dans les secrets justement du CNIN, on ne connaît pas les procédures. Non. Parce que comme je le disais, peut-être c'est un premier pas, ou peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Oui, mais quand on dit ça, parce que moi je n'ai pas cette information. Dès lors que je n'ai pas cette information, j'opine de cette manière. Maintenant, c'est à eux de nous dire, ils ont désactivé les comptes, mais ils ont identifié les personnes, ils les ont arrêtés. Parce qu'il ne faut pas que dès demain, là, qu'on commence à désactiver les comptes n'importe comment parce que c'était tel ou tel dérange. C'est votre crainte, en fait. Le piège qui nous guette, c'est là. Il ne faut pas tout appeler. Moi, j'applaudis le fait que le centre travaille, d'accord, en détectant les faux marabouts, d'accord. Mais si vous détectez les faux marabouts, je vous en prie, arrêtez les faux marabouts d'abord. Après avoir arrêté les faux marabouts, sortez-moi la liste des faux marabouts et dites-nous maintenant, voilà, tel compte, là, et vous suspendez ces comptes. Là, je serai tranquille. Mais si on se lève pour dire, bon, il y a 600 comptes... Vous avez peur qu'on désactive votre compte? Enfin, oui. Vos comptes sur les réseaux? Bon, moi, je ne dis pas quelque chose de grave sur mon compte. De toute façon, bon, il m'arrive parfois de donner mes opinions, mais pas pour autant. Mais je pense qu'à des moments donnés, il y a des comptes qui sont tellement bien suivis. Et quand ils passent un message automatiquement, tout le monde saute dessus. Donc, la crainte, c'est qu'un jour, quelqu'un se lève pour se rendre compte que son compte est désactivé. Oui, mais on donnera toujours la raison pour laquelle le compte a été désactivé. Laurent, n'oubliez pas, nous sommes sur un terrain politique. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin de vous justifier. D'abord, quand votre compte est désactivé, là, comment vous pouvez savoir que c'est ceux-là qui ont désactivé votre compte? Sur le même sujet. Donc, moi, je veux une assurance de la part du Centre national d'investigation numérique. Je veux juste une assurance de leur part pour nous dire, attention, oui, nous avons suspendu près de 600 comptes, mais notre mission, c'est de ne pas suspendre pour suspendre, au point où un jour, on peut craindre que les comptes de certaines personnes qui dérangent seront suspendus. Vous savez qu'on ne vous dira jamais le contraire. Oui, mais justement, de toute façon, qui nous rassure d'abord? Sur le même sujet, dynamisme est faux. Sacré Laurent, on l'a tenu. Dynamisme est faux. Vous avez envie de dire que je suis polémiste? Non. Dites-le. L'ai-je seulement dit, Laurent. Sur le même sujet, dynamisme est faux écrit. Désactivation de comptes Facebook et TikTok. Faire de même en direction des vendeuses de sexe en ligne. Et ça, j'approuve. Bon, écoutez, par exemple, je ne sais pas si, je n'ai pas vérifié hier. Si, par exemple, je vais sur TikTok aujourd'hui que je vois... Je pense qu'on a fini avec non. Pas de parenthèse. Si je vais sur TikTok aujourd'hui que je vois le compte de celui qui joue la femme là, encore en ligne, et que ce n'est pas suspendu, ça veut dire qu'il n'a pas fait un travail. Mais non, est-ce que vous avez bien entendu ce qui a été écrit par pas que le faux marabout. Dynamisme Info demande qu'on fasse de même pour justement les vendeuses de sexe en ligne. Donc on attend cette semaine pour voir. Quoique. Quoique quoi? L'exemple que vous donniez tout à l'heure, à ce que je sache, ce n'est pas un vendeur de sexe en ligne. Aussi? Il s'exhibe. Ce n'est pas un vendeur de sexe en ligne. Si vous avez envie de l'appeler elle, moi je l'appelle IL. Je n'en sais pas grand-chose. Vous savez, moi, TikTok et autres, c'est pas ma tasse de thé. Plus sérieusement, je pense que si le centre fait un travail pour suspendre les faucons de marabouts, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller là-bas. Il y a les vendeuses de sexe, et même ceux qui ont des publications qui il y a vraiment un ménage à faire à ce niveau. Donc je les envoie en mission. Au nom de la République, parce que je suis contribuable béninois, je vous envoie en mission. C'est ça. On va finir, Laurent Roland Tonniquès, maintenant par un autre sujet. On va voir la une de quel quotidien. Est-ce qu'on retrouve un titre relatif à cette actualité? Oui, l'événement du jour qui dit prise en charge des malades au Bénin. Talon siffle la fin des évacuations sanitaires avec le chic.
Bon, j'ai pu, avant de répondre, j'ai pu voir un reproche en griffe de Dissé Amoussou par rapport à la dénomination donnée. Le CHIC, c'est ça? Oui, Centre hospitalier international de Calavi. De Calavi, et il a demandé si la vraie appellation de la commune c'est Calavi ou c'est Abomey-Calavi. Bon, de toute façon, c'est lui qui... Non, il est du soutien du gouvernement. C'est lui qui a commencé ça. Moi, je vois un peu juste... En réalité, c'est... Vous reconnaissez ou pas? Vous reconnaissez un peu à la matière? Non, je ne reconnais pas. Non, ça fait l'affaire. Entre polémistes, non. Je salue l'aîné que je respecte. Non. Mais entre polémistes, parce que vous reconnaissez. L'aîné dont vous parlez est un propagandiste du gouvernement en place. Moi, je ne le suis pas. Un sacré polémiste aussi. Non, mais c'est un propagandiste du gouvernement en place. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je ne le suis pas. Donc, il est. En réalité, même si on devait faire ce débat, ce n'est pas à lui de faire ça. Bref, c'est une parenthèse. Maintenant, parler des évacuations sanitaires. Ça vous dérange, en fait, quand certains qui sont justement dans l'autre camp, enfin, pas pour dire que vous êtes dans un camp, vous aussi, quand ils... non, je suis dans notre camp, pardon, précisez ça. Je ne suis pas dans le camp. D'accord. Je suis pas dans le camp. Alors, quand ils relèvent des insuffisances par rapport à ce qui est fait dans leur camp, ça vous dérange encore, c'est ça? Non, en réalité... C'est son droit de dire, oui, je pense qu'il y a matière à faire mieux. Alors, pourquoi vous dites que c'est une polémique inutile? Vous savez très bien. Non. Dire qu'on pense qu'on peut faire mieux ne signifie pas qu'on a raison. Oui, mais... C'est pas parce qu'il dit qu'il pense qu'on peut faire mieux qu'il a raison. Bon. Pour moi, c'est inutile. Bon, mais après, il a le droit de dire que je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Bon, maintenant, pour les évacuations sanitaires, je crois que c'est l'information capitale que les gens n'ont pas livrée depuis. Au fond, ce centre qui a été créé, en tout cas construit... Qui devra recevoir son premier patient cette année. En fait, ce centre a été construit pour répondre à un certain nombre de choses. Je crois que je l'ai dit une fois sur ce plateau, je le rappelle ce matin. Oui. Il y a des Africains, du fait des évacuations sanitaires, quand on les envoie en Europe, surtout en France, ils vont là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas comme ici où il faut payer d'abord avant d'être soigné, et c'est une chose. Il y a des factures de milliards impayées par certains pays africains. Première chose. Il y a ceux qui sont allés là-bas du fait de leurs problèmes de santé, mais qui n'ont plus voulu revenir, qui sont restés là-bas comme ça à travailler. Ce que certains Européens n'aiment pas du tout. Et donc, pour répondre à ça, maintenant, pour permettre à ce que les Africains soient traités en Afrique et qu'ils n'encombrent plus leur pays entre griffes. Les hôpitaux? Voilà. Non, pas les hôpitaux. Parce qu'après les traitements, il y en a qui restent là-bas. Qui n'encombrent le pays. Ils ont préféré alors créer ce centre maintenant dans un pays d'Afrique de l'Ouest. De sorte que s'il y a un Malien qui doit être évacué, on dira qu'il y a un centre hospitalier international au Bénin où il y a des médecins spécialistes de la France qui viennent intervenir. C'est pour ça que le standing de l'hôpital est assez élevé et malheureusement ceux qui pensent que c'est un hôpital où quand on a mal de tête, où on n'a pas le vision, on peut aller se présenter. Détrompez-vous. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'hôpital de zone en face. Si vous avez mal de tête, c'est là-bas que vous devez partir. Les évacuations sanitaires, là-bas, c'est quand le cas est grave. C'est ça. Et le coût n'est pas pour les manamana comme nous, donc que les gens se détrompent. Donc, l'information, là, les gens n'ont pas donné cette information dès le début. Fort heureusement, ils le disent maintenant. C'est les évacuations, c'est pour éviter les évacuations sanitaires, que ces personnes soient traitées au plan local, soient traitées dans la sous-région. Donc, si un Ivoirien aujourd'hui, demain a un problème et que ça nécessite une évacuation sanitaire, ça dépendra du cas. Là-bas, si on envoie son dossier en France, si selon le cas, ils peuvent dire, bon, ok, oui, celui-là maintenant peut venir chez nous. Autrement, avec ce cas-là, un médecin se déplacera pour venir au Bénin pour le soigner et donc on l'envoie au Bénin. Donc voilà un peu l'idée qui sous-tend la création de ce centre. Bon, c'est déjà une bonne chose que ce soit au Bénin que c'est réalisé. C'est une bonne chose que ce soit sous Patrice Talon que ça a été construit. Même si, en voulant justifier, les gens ont commis une erreur de communication également. Moi, je pense qu'il faut discipliner ceux qui communiquent pour le gouvernement parce qu'ils font des erreurs qui malheureusement ne les arrangent pas tout le temps. On a fini, enfin presque. Deux autres sujets très rapidement. Le premier, Laurent Roland Toniquet, sport, 3 saisons, 3 titres pour Coton FC, leader du jour, on parle. Ouais, malheureusement, ou heureusement pour le club, mais malheureusement pour certains clubs de football qui existaient depuis. Le
Lionel Talon est venu avec son club et en 3 ans, il a Dame Le Pignon, avec tous les vétérans au niveau de la fédération. Le frère de l'autre Le frère de l'autre De qui Lionel Talon est frère de qui? Il est garçon unique pour son père. Vous lui avez trouvé un frère où? Continue. Ah non, vous devez vous poser des questions. Continue. Attention, il ne faut pas dire des trucs comme ça. Bon. Donc, comme si vous ne savez pas de quoi est-ce qu'on parle. De toute façon. Ah. Mais non, l'autre n'est plus de la famille. Donc, c'est un plus son frère. C'est devenu demi-frère. 3 saisons, 3 titres donc, pour Coton FC. Donc, les poulets de Lionel Talon ont déclenché à nouveau la couronne de champion. Oui, donc il vient, il dame le pied chaque fois aux vétérans du football béninois, aux vétérans de la Fédération béninoise de football. Malheureusement, quand il gagne le titre au plan national, au plan africain, le club revient toujours à la maison. Vivement que cette année, je souhaite tout le meilleur. Parce que oui, ça il faut l'avouer. Hein. Au-delà de tout, c'est un club qui est bien entretenu. Hein. Et le jeune Lionel Talon, fils du président de la République, met beaucoup de moyens pour bien entretenir les joueurs et il se surpasse pour donner le meilleur résultat. Un encadrement technique au point. Et ça, c'est bien. Je vois que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'a dit notre organisation nationale, je sais qu'au niveau de l'Autopopo, il fait beaucoup d'efforts pour le club L'Autopopo FC. J'avoue, Gaston Josso à ce niveau a mis le carton plein pour que l'équipe aussi fasse des prouesses. D'ailleurs, même c'est un peu comme une sorte de classico au Bénin, c'est entre l'Autopopo et Coton FC. Donc j'avoue qu'un travail remarquable est fait à ce niveau. Vivement que Coton FC, maintenant au plan africain déjà, puisse s'imposer, avoir de meilleurs résultats. C'est ce que je souhaite vivement pour ce club. Parce que quand on met les moyens, s'ils mettent les moyens qu'ils gagnent les titres au plan national, mais qu'au plan africain, ils vont pour faire 2 matchs, 2 défaites et revenir à la maison, ça ne nous arrange pas trop. Ça ne nous arrange pas trop. Donc je souhaite tout le meilleur pour la prochaine, comment vous appelez, campagne au plan africain pour cette équipe. Vivement qu'ils dépassent, ils aillent plus loin que ce qu'ils faisaient par le passé. De toute façon, en 3 ans, c'est qu'ils ont réussi à acquérir l'expérience. Donc quand on réussit à acquérir l'expérience en 3 ans, je crois qu'après 3 ans, on doit pouvoir passer à un autre niveau. À un autre niveau. Dynamisme Info nous permet de dire un mot de musique quand même, Laurent. Le vendredi dernier, c'était le 21 janvier, 21 juin, la fête de la musique. Passé sous silence, comme on est désormais habitué. Musique, la souffrance des anciennes gloires au soir de leur carrière. En 30 secondes. Malheureusement, les anciennes gloires, d'abord, il y en a pas mieux qui trouvent l'argent et qui font la belle vie. Hein. Qui ne préparent pas leur retraite et qui après pensent que c'est l'État qui va leur faire quelque chose. Dès lors, je parle aux jeunes artistes, je dis, quand vous avez l'argent, pardon, allez investir quelque part. C'est ça. Parce que personne ne pensera à vous quand vous serez inactif. Hein. Personne. On a pu voir comment est-ce que les Sassika ont commencé par vendre ces CD au stade dans ce pays. Hein. On a pu voir comment j'ai Vicky, pardon. Oh là là. Longue vie à toi, j'ai Lapino. On a pu voir comment G.G. Vicky a souffert. Nous étions à Cologan qui lui a donné une villa comment vous appelez, à Conville. À Conville. Pour qu'il vive dans de bonnes conditions avant de mourir. C'est qu'il allait mourir dans le dénuement total. Lui qui a été même, je rappelle, le directeur de la Loterie nationale du Bénin. Donc vous imaginez, quand on fait tout ça et qu'au sort de sa vie, on en arrive à être un mendiant, ce n'est pas une bonne image. Donc les politiques en matière de culture, aujourd'hui on a l'impression que quelque chose bouge. Mais est-ce que ça bouge pour assurer une retraite paisible aux acteurs culturels? C'est une autre paire de manches. Merci à vous, Laurent. Roland Anthony Kies, restez en position, très chers amis téléspectateurs et internautes.